T'as déjà vu un gamin de 15 ans se faire plaquer au sol pour des baskets? En plein centre-ville? En plein jour? Moi oui. Et je te jure, ce jour-là, j'ai compris que ta couleur peut tout changer, même quand t'as rien à te reprocher. C'était un samedi comme les autres. Printemps doux, ciel bleu, un peu de vent. Le genre de journée où Paris sent presque la mer, tu vois? Les terrasses sont pleines, les touristes s'égarent dans les rues, et les boutiques de luxe, elles brillent comme des vitrines de musée. Et ce jour-là, Malik avait juste envie d'une chose, s'acheter des baskets. Pas n'importe lesquelles, des Air Jordan 4 rétro, édition spéciale. Ça faisait 6 mois qu'il économisait. Anniversaire, petit boulot, Noël, tout y était passé. Et aujourd'hui, enfin, il avait assez. 219 €. Compté, plié dans une enveloppe, au fond de son sac. Il avait 15 ans. Et ce moment-là, il s'en souviendrait toute sa vie. La boutique, elle était là, au coin de la rue Montaigne. Tu vois le genre, vitrine bien propre, sécurité à l'entrée, client trié sur le volet. Malik, lui, il portait un sweat Nike noir, un jean propre, ses vieilles baskets usées, et un sac à dos. Il avait pris le bus tout seul depuis le 19e. Un peu stressé, mais fier. Il savait ce qu'il voulait. Quand il est entré, il y avait cette vendeuse. Blonde, tirée à 4 épingles, sourire mécanique. Elle l'a regardé direct. Pas un regard curieux. Non. Un regard de travers. De ceux qui veulent dire « tu t'es trompé d'endroit, gamin ». Mais Malik, il s'est dit « respire. Reste poli. Ignore ». Il a fait le tour, il a repéré ses baskets, il s'est approché du présentoir. « Tu peux m'aider s'il te plaît? Je cherche du 42 dans ce modèle. » La vendeuse a haussé un sourcil. « Genre toi, tu vas vraiment acheter ça? » Elle a répondu, sans vraiment le regarder. « On va voir s'il en reste. » Et elle a disparu. 5 minutes. 10 minutes. 20. Rien. Pendant ce temps, 2 mecs blancs en costard sont entrés. Accueillis avec le sourire. Champagne à la main. La totale. Et Malik, debout au fond, à attendre. Il commençait à transpirer. Pas de stress, juste cette sensation horrible, d'être de trop. Il s'est approché du comptoir. « Excusez-moi, est-ce que vous avez eu le temps de regarder ?» Et là, le vigile s'est approché. Grand. Costaud. Regard dur. « T'as besoin d'aide? » « Non, j'attends qu'on me ramène une paire. » Le vigile n'a pas bougé. Il l'a juste fixé. Puis il a murmuré dans son oreillette. Et c'est là que tout a basculé. Un autre vendeur est arrivé. Avec un air tendu. « Excusez-moi, mais vous pouvez vider votre sac? » « Pardon? On vous a vu mettre quelque chose dedans. Montrez ce que vous avez. » Malik a rougi. « Mais j'ai rien pris. J'attends juste les baskets que j'ai demandées. » Le vigile s'est interposé. « Tu refuses d'obtempérer? Tu veux qu'on appelle la police? » Malik a eu un moment d'hésitation. Il ne comprenait pas. Il n'avait rien fait. Il a posé son sac. Il l'a ouvert. Dedans, son portefeuille, un paquet de chewing-gum, son carnet, et l'enveloppe. Les 219 €. Et là, le silence. La vendeuse s'est approchée, a jeté un œil. Le vigile aussi. Mais ils n'ont pas reculé. Non. Pire. Le vigile a saisi Malik par le bras. On va vérifier ça au fond. Mais, pourquoi? Vous avez vu, j'ai rien. Il n'a même pas eu le temps de finir. Le vigile l'a tiré vers l'arrière-boutique, sans ménagement. Malik a tenté de résister, un peu. Il avait peur, bordel. Il tremblait. Et là, devant tout le monde, client, passant, employé, il a été traîné comme un voleur. Une cliente a filmé. Oui. Ce détail, retiens-le. Parce qu'à ce moment-là, Malik ne le savait pas encore, mais sa vie venait de changer. Une femme, noire elle aussi, avait tout vu. Et elle n'était pas restée muette. Elle avait sorti son téléphone, filmé, crié. « Il n'a rien fait, vous êtes sérieux là? C'est un gamin.
Mais personne ne l'a écouté. Et dans la réserve, Malik était là. Assis sur une chaise, le cœur battant trop fort, les yeux pleins de larmes qu'il refusait de laisser couler. On lui a dit d'attendre. Qu'on allait appeler les flics. Il a murmuré. « Je peux appeler mon père ?» Le vigile a rigolé. « Vas-y, appelle papa. » Alors Malik a sorti son téléphone. Main tremblante. Il a tapé un numéro. Et il a juste dit. « Papa, ils disent que j'ai volé. Je suis dans l'arrière-salle du magasin, rue Montaigne. » Silence au bout du fil. Puis une voix. Calme. Profonde. Inflexible. « Je suis là dans 10 minutes. Tu ne dis plus un mot. Je m'occupe de tout. » 10 minutes plus tard. La porte s'est ouverte. Et là, il est entré. Costume sombre. Épaules larges. Cravate bien nouée. Maître Karim Belkacem. Procureur adjoint de la République. Père de Malik. Et à ce moment-là, tout a changé. Quand il est arrivé, il y a eu un silence. Un vrai. Pas juste parce que tout le monde s'est figé, mais parce que ce genre d'homme, tu le sens avant même qu'il ouvre la bouche. Son regard a balayé la pièce en une seconde, et tout le monde a reculé, même le vigile. Pas parce qu'il criait, non. Justement. Parce qu'il ne criait pas. Parce qu'il savait très bien ce qu'il allait faire. Il s'est approché de Malik, qui était encore assis, pâle, la bouche entr'ouverte. Il lui a posé une main sur l'épaule, puis a levé les yeux vers le vigile. « Vous m'expliquez ce qu'il se passe ici ?» La vendeuse, qui venait d'entrer dans la pièce, a tenté de reprendre le dessus. Elle s'est redressée un peu, croisant les bras. « Votre fils a été vu en train de mettre quelque chose dans son sac. On a simplement suivi le protocole. » Le regard de Karim s'est posé sur elle comme une gifle silencieuse. « Quel objet ?» La vendeuse a dégluti. « On n'a rien trouvé au final, mais, il avait une enveloppe avec de l'argent liquide, c'était suspect, il avait de l'argent, et donc vous avez supposé qu'il l'avait volé ?» Sa voix était calme, mais chaque mot sonnait comme une cloche dans une cathédrale. Le vigile, lui, s'était légèrement décalé vers la porte, pas très sûr de ce qu'il devait faire. Karim s'est redressé. Il a sorti sa carte professionnelle de son portefeuille. Karim Belkacem. Procureur adjoint au tribunal de Paris. Et vous venez de retenir illégalement mon fils mineur, sans preuve, sans témoin, sans appel aux forces de l'ordre. Vous êtes conscient de ce que ça implique ? Silence. Absolu. La vendeuse a blêmi. Le vigile a baissé les yeux. On aurait pu entendre une mouche éternuer. Il a tourné les talons, a tendu la main à Malik. « Viens. On s'en va. » Son fils s'est levé, tremblant encore, et ils ont marché ensemble vers la sortie. En passant dans la boutique, tout le monde s'était figé. Les deux hommes en costard d'avant s'étaient arrêtés de parler, et la femme qui avait filmé a discrètement hoché la tête en les voyant passer. Mais Karim, lui, s'est arrêté juste à l'entrée, a fait volte-face, et a dit d'une voix forte « Je vous conseille de bien relire vos procédures, et de réfléchir à 2 fois avant de traiter un enfant comme un délinquant à cause de sa couleur de peau. » Il a marqué une pause. Parce que cette fois, c'était mon fils. Et moi, je suis procureur. Mais la prochaine fois, ce sera peut-être quelqu'un qui n'a personne pour le défendre. Et là, ce sera bien plus grave que quelques excuses. Ils sont sortis, les portes automatiques s'ouvrant devant eux comme si elles savaient qu'elles avaient tout intérêt à s'écarter. Dehors, l'air frais a giflé Malik au visage. Il a inspiré un grand coup, mais il n'a rien dit. Il marchait, la tête basse, les mains dans les poches. Karim ne parlait pas non plus. Ils ont continué jusqu'au parking, silencieux, le pas lent. Dans la voiture, Malik s'est enfin tourné vers son père. « J'ai rien fait, papa. Je sais. Ils m'ont humilié. Je sais. J'ai eu peur, vraiment. » Et là, Karim a juste tendu la main. Il lui a attrapé le poignet doucement, comme pour lui dire « Tu peux poser ton fardeau là, je le porterai avec toi. Tu n'as rien fait de mal, Malik. Rien. Et on va pas en rester là. » Ils sont rentrés. Ce soir-là, à la maison, Karim a rédigé une lettre. Pas une plainte. Une mise en demeure. À l'attention du directeur régional de la chaîne de magasins.
Il a joint la vidéo que la cliente lui avait envoyée sur WhatsApp. Il a mis copie au défenseur des droits, à SOS Racisme, et au parquet. Le lendemain, l'affaire était déjà sur Twitter. Un thread simple, factuel, écrit par une militante connue, un ado noir, 15 ans, traîné dans l'arrière-boutique d'un magasin de luxe parisien alors qu'il venait juste acheter des baskets avec l'argent qu'il avait économisé. Il n'a rien volé. Mais il avait la mauvaise couleur de peau. Son père? Le procureur. Le tweet a explosé. 80 000 partages en une journée. Des centaines de commentaires. Des gens qui racontaient des expériences similaires. Des photos de Malik quand il était petit. Des dessins d'enfants. Et même une réponse officielle du compte de la marque « Nous enquêtons sérieusement sur cet incident. Ce genre de comportement est inacceptable. » Mais le plus fort, c'est que ce n'est pas là que ça s'est arrêté. 3 jours plus tard, Karim a reçu un appel. Le directeur France de la marque voulait le rencontrer. En personne. Il voulait s'excuser sincèrement, revoir les pratiques internes, parler de formation anti-discrimination, proposer une campagne de sensibilisation. Karim a écouté. Puis il a dit une phrase simple, « Je n'ai pas besoin de vos excuses. Mon fils, lui, avait juste besoin d'acheter des baskets. » Et il a raccroché. Ce jour-là, Malik a compris que parfois, le silence, c'est une forme de violence. Mais qu'une voix, juste une, peut briser un mur. Il n'a jamais remis les pieds dans ce magasin. Il n'a même jamais porté ces fameuses baskets. Mais il a gardé quelque chose d'encore plus fort, la certitude que ce qui lui est arrivé ne resterait pas un secret. Et que tant qu'il y aurait des gens pour raconter, pour filmer, pour résister, alors il y avait encore de l'espoir. Ce qui est drôle ou enfin, pas drôle mais ironique, c'est que pendant que les réseaux explosaient, Malik, lui, il restait dans sa chambre. Il lisait tout, en silence. Il faisait défiler les commentaires, les messages, les vidéos, mais il disait rien. Même à son père. Son nom circulait partout maintenant. Le fils du procureur. Le gamin accusé à tort. Le héros malgré lui. Il y avait même une pétition en ligne qui avait été lancée par une inconnue, Justice pour Malik. Déjà plus de 20 000 signatures en 2 jours. Sauf que Malik, il voulait pas de buzz. Il voulait pas devenir une icône. Il voulait juste qu'on le laisse tranquille, lui, et tous les autres qui vivaient ça tous les jours. Un soir, pendant le dîner, son père lui a dit, « Tu sais, si tu veux qu'on laisse tomber, je comprendrai. Mais on a aussi l'opportunité de faire bouger les choses. » Malik l'a regardé sans répondre tout de suite. Il a pris le temps de mâcher, de réfléchir. Puis il a posé sa fourchette. « Papa, je veux pas juste qu'il s'excuse. Je veux que ça change. Pour les autres. Pas que pour moi. » Et là, Karim a su qu'il avait élevé un homme, pas juste un fils. La semaine suivante, ils ont été invités sur plusieurs plateaux télé. Des journalistes, des radios, même une émission du soir en direct. Au début, Karim voulait refuser. Il voulait protéger Malik. Mais c'est Malik qui a dit oui. Il voulait parler. Raconter. À sa manière. Dans l'émission, le présentateur l'a accueilli comme un petit prince. Trop poli. Trop soucieux de bien faire. Malik, lui, il s'est assis, dos droit, regard franc. Et il a raconté. Il a parlé de la sensation qu'on te regarde comme un voleur alors que t'as rien volé. De l'humiliation de vider ton sac devant tout le monde. De la peur. De la colère rentrée. Des jours qui suivent où tu dors plus pareil. Où tu te demandes ce que t'aurais pu faire de plus. De mieux. Comme si c'était ta faute. Il a pas crié. Il a pas pleuré. Il a juste dit la vérité. Et dans le public, il y avait ce silence qu'on n'entend qu'en vérité. Un silence de respect. Un silence qui dit « Ok, on t'écoute ». À la fin, le présentateur a demandé « Et aujourd'hui, Malik, qu'est-ce que vous attendez ?» Et Malik a répondu « Je veux juste que le prochain gamin qui entre dans ce genre de boutique, on le traite comme n'importe qui. Pas comme un suspect. Pas comme un danger. Juste comme un client. » Après l'émission, les réactions ont été encore plus fortes. Des célébrités ont partagé la vidéo. Des profs ont montré l'interview en classe. Des gamins lui ont envoyé des messages. Merci de parler.
Moi aussi j'ai vécu ça. T'es pas seul. Et Malik a compris un truc qu'on comprend pas à 15 ans d'habitude, que parfois, parler, c'est pas juste pour soi. C'est pour les autres aussi. Pour ceux qui n'osent pas. Qui savent pas comment mettre des mots sur ce qu'ils vivent. Un matin, il a reçu un message d'un gamin de Lille. J'ai 13 ans. Je suis noir aussi. Je voulais des Stan Smith mais le vendeur m'a dit direct que c'était trop cher pour moi. J'ai rien dit. Je suis rentré chez moi. Et j'ai pleuré. Mais ta vidéo, je me suis dit, peut-être que c'était pas ma faute. Ça, Malik l'a montré à son père. Ils l'ont lu ensemble. Et ils ont rien dit. Juste un regard. Juste un soupir. Et puis il y a eu cette rencontre. Avec le directeur France de la marque. Oui, le même qui voulait s'excuser. Finalement, Karim et Malik ont accepté de le voir. Mais pas seuls. Ils sont venus avec une représentante d'une asso contre les discriminations, un sociologue, et une ancienne victime d'un cas similaire. Le message était clair, c'est pas un règlement de compte, c'est une leçon collective. Dans la salle de réunion, il y avait du silence, des regards gênés, des phrases trop bien formulées. Le directeur a parlé de valeurs, de dysfonctionnement, de sensibilisation. Malik, lui, il l'a laissé parler. Et quand il a eu fini, il a pris la parole. C'est pas que dans votre magasin. C'est partout. À l'entrée des immeubles, dans les supermarchés, même parfois dans les écoles. On nous regarde comme des bombes à retardement. Vous avez la responsabilité de montrer que c'est pas normal. Pas juste de changer une fiche de procédure. De dire clairement que le problème existe. Et là, le directeur n'a rien dit tout de suite. Il a juste acquiescé. On va lancer une campagne nationale, il a fini par dire. Avec vous, si vous l'acceptez. Et avec les autres. On veut écouter. Et apprendre. Malik a haussé les épaules. Apprenez vite. Parce que nous, ça fait longtemps qu'on vit ça. Dans les mois qui ont suivi, des choses ont commencé à changer. Dans certaines boutiques, des panneaux ont été installés, respect, pour tous les clients. Des formations ont été mises en place. Des vidéos de témoignages, dont celui de Malik, ont été diffusées en interne. C'était pas parfait. Rien ne l'est. Mais c'était un début. Un vrai. Et Malik, lui, il a repris le cours de sa vie. Il est retourné au lycée. Il a retrouvé ses potes. Mais il n'était plus tout à fait le même. Il y avait un feu en lui. Pas de haine. Pas de vengeance. Un feu de vérité. Et parfois, ça suffit à changer un quartier. Une ville. Un pays. Il n'a jamais remis ses vieilles baskets. Mais il ne les a pas jetées. Il les a gardées. Dans une boîte. Avec un mot qu'il a écrit à la main et qu'il relit de temps en temps, ce jour-là, j'ai compris que se taire, c'est perdre 2 fois. Le lundi suivant, quand Malik est retourné au lycée, il pensait que tout le monde allait l'oublier. Que ça allait vite redevenir normal. Il se disait, ok, c'était un moment, un buzz, maintenant on passe à autre chose. Mais ce jour-là, à la grille, ses potes l'attendaient. Pas pour lui demander une photo ou des potins. Juste pour lui dire, frère, t'as géré. Et ça valait plus que tous les likes du monde. En classe, la prof de français a changé son programme. Elle a mis une vidéo. Une intervention d'un jeune garçon dans une émission télé. Lui. Elle a demandé, on en parle? Et là, silence. Pas parce que les élèves s'en fichaient. Non. Parce qu'ils savaient pas par où commencer. Finalement, une fille du fond a levé la main. C'est la première fois que je me suis senti concerné par ce qu'on voit à la télé. Un gars a ajouté, moi aussi j'ai déjà été contrôlé pour rien, 2 fois en allant chez ma grand-mère. Et une autre a dit, on parle jamais de ça. Même ici, au lycée. Alors que c'est partout. Malik ne parlait pas. Il écoutait. Il observait. Et au fond, il se disait, peut-être que c'est ça, la vraie victoire. Mais tout le monde ne voyait pas les choses de la même façon. Sur Internet, des commentaires commençaient à arriver. Pas tous bienveillants. Encore une victime qui fait son buzz. S'il n'avait pas eu un père procureur, il aurait fermé sa gueule. C'est pas du racisme,
c'est juste de la sécurité. Et même un truc dégueulasse, le vrai problème, c'est pas les vendeurs, c'est les voyous en jogging. Au début, Malik les ignorait. Mais un soir, il est tombé sur un post qui reprenait sa vidéo, coupée, déformée, avec une légende raciste. Là, il a craqué. Il a quitté les réseaux pendant plusieurs jours. Il dormait mal. Il mangeait à peine. Il voulait juste que tout ça s'arrête. C'est son père qui l'a vu flancher. Une nuit, il a toqué à sa porte. « Malik, je peux entrer ?» Il est entré sans attendre la réponse. Il l'a trouvé allongé, dans le noir, le regard vide. « Tu lis les commentaires ?» Malik a hoché la tête. « T'aurais dû me le dire » a soufflé Karim. « Ils me connaissent pas » a murmuré Malik. « Ils croient que j'ai voulu faire le buzz. Mais j'ai rien demandé, moi. J'ai juste voulu acheter des baskets. » Son père s'est assis au bord du lit. Ils parlent parce qu'ils ont peur de ce que ça révèle. Tu leur renvoies une vérité qu'ils veulent pas voir. Leur inconfort, c'est pas ta faute. Silence. Puis Karim a ajouté, tu veux qu'on arrête tout? Je peux faire en sorte que les médias nous oublient. Tu disparais de l'actu. Malik a pris une grande inspiration. Puis il a dit, dans un souffle, non. On continue. Quelques jours plus tard, un lycée de la banlieue sud a organisé un débat. Ils ont invité Malik à venir. Il hésitait, mais son père l'a poussé doucement. T'as ta place là-bas, même si tu crois que t'es pas prêt. Il y est allé. Pas en star. En témoin. Dans la salle, des jeunes de tous les coins. Blancs, noirs, arabes, asiatiques, tous assis ensemble. Sur scène, une table, des micros, et une banderole, discrimination ordinaire, quand ça commence, et comment on répond. Malik a parlé. Il a dit que le racisme, c'est pas toujours un cri ou une insulte. Que parfois, c'est un regard, un soupir, un « tu viens chercher quoi ici ?» Que le plus dur, c'est quand t'es seul, que personne dit rien. Et qu'après, on te demande pourquoi t'es en colère. Une fille voilée a pris la parole, moi, je me suis fait virer d'une piscine municipale. Ils ont dit que c'était pour l'hygiène. Mais la semaine d'avant, il y avait une dame avec un bonnet de bain intégral, et elle, on lui a rien dit. Un autre a raconté qu'il s'était fait contrôler 3 fois en 2 semaines parce qu'il conduisait une voiture trop belle pour lui. Le débat a duré 2 heures. Et à la fin, un silence. Mais pas le malaise. Un silence d'écoute. De respect. Malik est reparti avec un truc nouveau en lui. Pas de la fierté. Une responsabilité. Ce soir-là, de retour chez lui, il a ouvert son carnet. Celui où il notait ses lyriques, ses rêves, ses envies. Et il a écrit une phrase, juste une, si personne parle, tout recommence. Puis une autre, on veut pas des excuses. On veut du respect. Puis encore une, t'as pas à t'excuser d'exister. Le lendemain, il a commencé à écrire un texte. Un slam. Une lettre ouverte. Un cri du cœur. Il l'a enregistré avec son pote Sofiane, qui avait un micro dans sa chambre et de quoi faire une instru. Il a posté ça sur YouTube. Sans prétention. Mais la vidéo a tourné. Encore. Partagée dans les collèges, par des profs, des assos, des éducateurs. Le ton était simple, brut, mais juste. Et les mots faisaient mal là où il fallait. Quelques extraits. On te sourit pas quand tu rentres, on te surveille. On te dit pas bonjour, on te dit tu cherches quelque chose. On t'invite pas, on te tolère. Et après, on s'étonne que t'aies la rage. Et pendant ce temps, les médias ont commencé à suivre. Pas juste pour le buzz, cette fois. Ils voulaient comprendre ce qui se passait. Pourquoi autant de jeunes se reconnaissaient dans Malik? Pourquoi un simple fait divers avait réveillé un mal plus profond? Une journaliste a écrit, ce garçon n'a pas seulement dénoncé une injustice. Il a ouvert une brèche. Et dans cette brèche, des centaines de voix s'engouffrent. Un élu a proposé une motion à l'Assemblée pour renforcer les contrôles contre les discriminations dans les commerces. Des boutiques ont commencé à afficher des affiches, ici, chaque client est accueilli avec égalité. Certaines, c'était du marketing. D'autres, c'était sincère. Malik le voyait. Il sentait la différence. Un jour, en passant devant une de ses vitrines, il s'est arrêté.
Il a vu son reflet. Le même sweat noir, le même regard. Mais plus le même silence. Ce soir-là, à table, son père lui a demandé « T'as encore envie de parler ?» Malik a haussé les épaules. « Je crois que maintenant, je peux plus m'arrêter. » C'était un mercredi matin. Le lycée avait organisé une journée des voix engagées. Normalement, ce genre d'événement, ça faisait bâiller les élèves. Une table ronde, 3 intervenants qui te tutoient sans te connaître, des PowerPoints mal faits. Mais cette fois, c'était différent. Parce que Malik allait parler. Dans son propre bahut. Devant ses profs. Ses potes. Et des gens qu'il connaissait pas, mais qui avaient lu son histoire, vu ses vidéos, écouté ses mots. Il était pas tranquille. Il avait pas dormi la veille. Il s'était levé 4 fois pour vérifier que son texte était bien imprimé, que son t-shirt n'était pas froissé, que son stress ne se voyait pas trop. Son père l'avait regardé faire avec tendresse. Il avait juste dit « Tu veux que je vienne ?» Malik avait hésité. Puis il avait répondu « Pas cette fois. Je veux faire ça seul. » La salle était pleine. Même le proviseur était là, assis au premier rang, cravate rouge et regard grave. Malik est monté sur l'estrade. Il avait ses feuilles à la main, mais il les a posées. Il a levé les yeux. Et il a commencé. « Je m'appelle Malik. J'ai 15 ans. Et je suis pas un symbole. Je suis pas un exemple. Je suis juste un gars qui voulait acheter des baskets. » Silence. Mais ce jour-là, on m'a pris pour un voleur. Parce que je suis noir. Parce que je suis jeune. Parce que je portais un sweat. Un murmure a traversé la salle, mais Malik n'a pas bronché. Il a continué, sa voix claire, sans trembler. J'ai eu honte. J'ai eu peur. J'ai cru que c'était moi le problème. Et puis j'ai compris. C'était pas moi. C'était eux. Leur regard. Leur soupçon automatique. Leur manière de penser qu'un gosse comme moi a forcément quelque chose à cacher. Il a parlé pendant 15 minutes. Il a raconté l'histoire qu'on connaît déjà, mais avec d'autres mots. Plus cru. Plus proche. Il n'a pas cherché à adoucir. Il a dit les choses comme il les avait vécues. Et à la fin, il a lâché. Je veux pas qu'on dise pauvre Malik. Je veux qu'on dise, ça n'arrivera plus jamais à un autre Malik, point. La salle s'est levée. Pas tous. Mais assez pour que ça compte. À la sortie, plusieurs élèves sont venus lui parler. Certains qu'il connaissait. D'autres qu'il n'avait jamais vus. Une fille lui a dit « Tu m'as donné du courage ». Un gars discret, toujours au fond de la classe, lui a glissé « Mon père, il vit la même chose au travail. Il ose jamais rien dire. Toi t'as parlé. T'as parlé pour nous tous. » Malik ne savait pas quoi répondre. Il souriait. Il disait le merci, force à toi, prends soin de toi. Mais à l'intérieur, c'était un mélange d'épuisement et de fierté. Comme si chaque mot avait coûté une énergie folle. Comme si parler, c'était soulever un poids que personne ne voyait vraiment. Ce week-end-là, Karim a proposé à son fils de souffler un peu. On peut partir. Juste 2 jours. Pas loin. Se poser. Déconnecter. Malik a accepté. Ils sont partis dans une petite maison d'hôte à Etretat. Vue sur la mer, silence total. Pas de téléphone. Juste le bruit des vagues et le cri des mouettes. Le samedi soir, assis face à l'eau, Karim a sorti une enveloppe. C'est pour toi. Malik l'a ouverte. Dedans, une photo. Une vieille photo. Son père, jeune, 20 ans à peine, menotté devant une voiture de police. J'avais rien volé non plus, a murmuré Karim. C'était pour un contrôle banal. J'étais bien habillé, mais pas au bon endroit, selon eux. J'ai mis du temps à me relever de ça. Mais j'ai juré un jour que mon fils, lui, saurait se relever plus vite. Malik a regardé son père. Il n'a rien dit. Mais dans son regard, il y avait un respect immense. Pas juste pour l'homme qu'il voyait, mais pour le combat qu'il avait traversé avant lui. À leur retour, une surprise les attendait. Une invitation. Officielle. Signée du cabinet de la ministre déléguée à l'égalité.
Nous aimerions vous rencontrer pour discuter de pistes d'action concrètes contre les discriminations dans les espaces commerciaux. Karim a tout de suite pensé à refuser. Trop politique. Trop récupéré. Mais Malik a dit, pourquoi pas? Tu crois qu'ils vont vraiment écouter, lui a demandé son père. Malik a haussé les épaules. Je sais pas. Mais j'ai envie d'essayer. Ils y sont allés ensemble. Bureau clair, mur blanc, plantes bien taillées, café servi dans des tasses trop petites. Autour de la table, des conseillers, des attachés, la ministre en personne. Une femme posée, attentive, un peu trop souriante peut-être, mais pas fausse. Malik a parlé. Karim aussi. Ils ont expliqué le malaise profond. Pas juste un incident. Une mécanique. Une culture. Une tolérance implicite au soupçon permanent. Ils ont parlé des regards, des contrôles, des silences des autres clients, des responsables qui disent on suit le protocole au lieu de dire on s'excuse. À la fin, la ministre a pris la parole. Ce que vous dites, on l'entend. Et on veut travailler avec vous. Si vous acceptez, on pourrait créer un groupe de réflexion avec d'autres jeunes concernés. Pour proposer des solutions, pas juste des slogans. Karim a regardé son fils. Malik a dit, je suis partant. Mais je veux qu'on nous prenne au sérieux. Pas comme une photo Instagram. Comme des citoyens. Ce soir-là, de retour à la maison, Malik s'est assis à son bureau. Il a rouvert son carnet. Et il a écrit. Si tu veux que ça change, faut que tu restes debout. Même quand t'as mal aux jambes. Puis il a allumé son ordi. Il a commencé un mail. Objet, projet éducatif, comprendre la discrimination dès le collège. Il voulait créer des ateliers. Dans les écoles. Avec des vrais témoignages. Pas des chiffres. Pas des cours magistraux. Des vécus. Il voulait que les jeunes, dès 12 ans, comprennent ce que c'est que d'être regardé comme un problème juste à cause de ta tête. Son père est passé derrière lui. Il a lu par-dessus son épaule. Et il a dit, doucement, tu vas trop vite, non? Tu veux pas faire une pause? Malik a souri. Non, papa. Si je m'arrête maintenant, qui va continuer? Un mois plus tard, Malik a pris la parole dans un collège à Grigny. C'était une classe de 5e. Des mômes de 12 ou 13 ans. Pas les plus sages. Pas les plus silencieux non plus. Il était un peu tendu. Il savait parler à la télé, aux journalistes, aux adultes qui hochent la tête. Mais des enfants? C'est autre chose. Eux, ils trichent pas. Ils te regardent, ils sentent si t'es sincère ou si tu fais semblant. Tu peux pas les berner avec un discours bien formulé. Il a commencé doucement. Il a raconté l'histoire des baskets. Pas avec les mots compliqués. Juste la vérité. J'ai voulu m'acheter des chaussures avec mon propre argent. On m'a traité comme un voleur. J'avais rien fait. Et même quand j'ai prouvé que j'avais l'argent, ils m'ont enfermé dans l'arrière-boutique. Silence. Puis une main s'est levée. Une petite fille, avec un regard perçant. Pourquoi ils t'ont soupçonné? Et Malik a répondu sans détour, parce que j'étais noir. Parce que j'étais jeune. Et parce que j'étais seul. Un garçon a levé la main à son tour, et si t'avais pas eu un papa procureur? Et là, Malik a marqué une pause. Il a regardé le gamin, droit dans les yeux. Ben, je serais rentré chez moi. En pleurant. Peut-être que personne m'aurait cru. Et ça m'aurait bouffé en silence. C'était cru. Brut. Mais vrai. Et dans la salle, ça a fait mouche. Après l'intervention, une prof lui a dit, tu changes les choses, Malik. Tu fais bouger les lignes. Mais lui, il savait que ce n'était pas si simple. Qu'il n'était qu'un écho. Un signal. Pas une solution. Et sûrement pas un héros. Parce que même si les gens le saluaient dans la rue, même si certains le prenaient en photo à la sortie du métro, même si on l'appelait pour des interviews ou des prix, il savait très bien que le vrai combat, il ne se passe pas sur les plateaux. Il se passe dans les boutiques où on te suit discrètement. Dans les écoles où ton prénom fait tiquer. Dans les immeubles où l'agent de sécurité te demande 3 fois où tu vas. Un soir, il est rentré chez lui, fatigué. Il s'est assis sur le canapé, en face de son père. Tu sais, papa,
Parfois j'ai l'impression qu'on attend que je sois parfait. Que je fasse pas de faux pas. Que je parle toujours bien, jamais en colère. Comme si j'avais pas le droit de craquer. Karim a hoché la tête. Il savait. Lui aussi, pendant des années, il avait dû jouer le bon rôle. Être l'exemple. Celui qui prouve qu'on peut réussir malgré tout. Il a posé la main sur l'épaule de son fils. T'as le droit de souffler. T'as le droit d'être fatigué. T'as même le droit de dire merde. Mais ce que t'as fait, Malik, c'est fort. Et tu le fais avec dignité. C'est ça qui change tout. Une semaine plus tard, une grande chaîne nationale l'a invité à participer à un documentaire. Le thème, jeunesse et justice. Malik a dit oui. Mais à une condition, il voulait que d'autres jeunes y participent. Pas juste lui. Il a proposé Amine, un gars de son quartier qui s'était fait refuser un stage à cause de son nom. Il a proposé Soraya, qui s'était fait fouiller son sac devant tous ses camarades pour une odeur de sandwich suspecte. Il a proposé Myriam, une fille voilée exclue de son club de théâtre parce que ça faisait polémique. Le jour du tournage, Malik est arrivé en jean et hoodie, comme toujours. Il a pris le micro, et il a dit « Je suis pas un miracle. Je suis une alerte. Regardez pas que moi. Écoutez-les aussi. Parce qu'on est des centaines. » Et puis il y a eu ce moment-là. La directrice du magasin où tout avait commencé, celle qui n'était jamais apparue, jamais excusée, jamais prise la parole, a fini par lui écrire. Une lettre. Écrite à la main. Pas une grande lettre d'avocat. Une vraie lettre. Elle disait. Je n'ai pas su voir. Je n'ai pas voulu entendre. J'ai laissé mes employés agir par automatisme, par peur, ou pire par mépris. Je vous dois des excuses. À vous, et à tous ceux que je n'ai pas protégés. Malik a lu la lettre 3 fois. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas répondu non plus. Il l'a rangée dans son carnet, entre deux textes. Et il s'est dit, parfois, même le silence se fatigue de lui-même. Aujourd'hui, Malik continue. Il écrit. Il parle. Il écoute surtout. Il va dans les lycées. Il aide à monter des ateliers. Il ne veut pas devenir une vedette. Il veut devenir utile. Un soir, en rentrant d'un événement, il est passé devant cette fameuse boutique. Il s'est arrêté. Elle était vide. Vitrine refaite. Nouveau logo. Rien n'avait l'air pareil. Mais lui, il se souvenait de tout. Du sol. De l'odeur. De la peur. Il a regardé à travers la vitre. Une vendeuse, jeune, riait avec une cliente noire. Elles échangeaient des blagues. Un vigile tenait la porte, sourire léger. Il n'a pas eu envie d'entrer. Il a juste souri. Il a tourné les talons, ses vieilles baskets grinçant un peu sur le trottoir. Celles qu'il n'a jamais remplacées. Ce soir-là, il a posté une dernière phrase sur son compte. Le respect, c'est pas une faveur. C'est un droit. Et ce droit, on va continuer à le rappeler. Jusqu'à ce que plus aucun gamin n'ait à prouver qu'il mérite d'exister tranquille. Puis il a éteint son téléphone. Il avait dit ce qu'il fallait. Le reste, c'est à nous de faire. Et si t'es encore là, c'est que cette histoire t'a touché, peut-être même parlé. Alors si toi aussi tu penses qu'il faut continuer à raconter ces vérités-là, des histoires vraies, humaines, nécessaires, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, et partage cette vidéo. Parce que chaque vue, chaque like, chaque commentaire, c'est un coup de projecteur en plus sur ce que certains préfèrent toujours garder dans l'ombre. Merci d'avoir écouté. Et à très bientôt, pour une autre histoire.